Il avait volontairement saboté le parachute de son propre frère parce qu'ils étaient tous les deux amoureux de la même femme. J'ai travaillé avec un patient atteint de démence pendant quelques jours dans un hôpital. La plupart du temps, il était complètement perdu, murmurant des phrases décousues, parlant à des gens qui n'étaient pas là, ou à des souvenirs mal recollés. Il disait souvent des choses étranges, parfois même sexuelles comme « j'aime tes seins » en me regardant droit dans les yeux. Ce qui, étant donné que je suis un homme, me faisait hésiter entre l'incompréhension, le malaise, ou l'idée que peut-être, il revivait simplement quelque chose de vieux, flou, et très loin d'ici. Mais un jour, après qu'on ait enfin réussi à lui faire manger un peu, il s'est endormi pendant plusieurs heures. Quand il s'est réveillé, il était différent. Les yeux clairs, il m'a fixé, comme s'il me reconnaissait, ou comme s'il était de retour dans un monde où tout avait encore un sens. Et là, sans prévenir, il m'a dit « Je faisais l'amour avec ma mère. Et j'ai hâte de la revoir. » Puis il a tourné la tête, comme s'il venait de finir une simple phrase banale, et il est retombé dans son flot de mots vides. Quelques heures plus tard, il était mort. Je suis resté planté là un moment. Ce qu'il venait de dire ne ressemblait pas à ses autres divagations. Ce n'était pas du délire incohérent ou un murmure involontaire. C'était dit avec intention. Clarté. Et c'est justement ça qui m'a glacé. Je ne saurais jamais si c'était vrai. S'il avait avoué quelque chose de réel, quelque chose d'ancien, d'enfoui, de honteux. Ou si c'était juste un produit du cerveau qui se défait, de la mémoire qui mélange tout. Mais ce moment-là, cette phrase-là, est restée avec moi. Mon père était un vétéran du Vietnam, grand, costaud, toujours sur la défensive. Il passait pour un dur à cuire, toute sa vie. Il est mort subitement alors qu'il voyageait dans un camping-car, loin de chez lui. J'ai dû prendre l'avion pour aller m'occuper de toutes ses affaires. En nettoyant le camping-car, je fouillais un peu partout. J'ai trouvé quelques trucs inattendus, mais rien de choquant. Un peu d'argent liquide, une arme, de l'herbe, ce genre de choses. Mais ensuite, j'ai sorti une valise du lit en mezzanine. Elle devait peser au moins 25 kilos. À peu de choses près, elle aurait été trop lourde pour être enregistrée sur un vol. Je l'ouvre, et c'est littéralement 25 kilos de godemiché en tout genre. Il y en avait des petits aux formes étranges, des énormes bien noirs avec des veines, des modèles capables d'émettre des fluides, d'autres avec une apparence extraterrestre. Je ne pouvais pas tout jeter là, dans le camping où il était garé, alors j'ai dû tout emporter ailleurs. Je transpirais à grosses gouttes en repartant, en me disant que si la police m'arrêtait, il faudrait que j'explique pourquoi j'ai une arme, de l'herbe, du fric et assez de sextoys pour ouvrir un studio porno. PS, je ne le juge pas, chacun ses goûts. C'était juste surprenant. Si quelque chose me dérange, c'est qu'il n'ait pas pu être plus fidèle à lui-même de son vivant. Et un conseil, si vous ne voulez pas qu'on découvre certaines choses après votre mort, désignez une personne de confiance qui saura venir faire le ménage discrètement en cas de décès inattendu. Mon grand-père paternel était une personne absolument horrible. Il était violent physiquement, mentalement et sexuellement avec ses enfants. Ils avaient toutes les raisons du monde de le détester, vu comment il se comportait à la maison. Mon père ne lui a jamais pardonné. Mais quand lui et sa femme, ma grand-mère, se disputaient, elle avait un moyen imparable pour le faire taire. Elle lui lançait « Je vais le dire aux enfants. Je vais les retourner contre toi. Je vais leur dire ce que tu as fait. » Et là, immédiatement, il se taisait. Encore aujourd'hui, personne ne sait ce qu'il a pu faire qui soit encore pire que ce qu'on savait déjà, pire que toute la cruauté qu'il avait infligée à ses propres enfants. Le secret est mort avec eux. Je parie qu'il a tué quelqu'un. C'est sûrement la seule chose qui pourrait être pire. Mon arrière-grand-père était un nazi. Ce n'était pas vraiment un secret dans la famille,
même si ma grand-mère a longtemps essayé de nous le cacher. Il avait été blessé en tentant de s'échapper d'une prison soi-disant, où il travaillait en tant que gardien. On sait tout ce que cela veut vraiment dire. En grandissant, j'ai appris de plus en plus de choses sur ce salaud. Il croyait sincèrement à la vision d'Hitler pour une meilleure Allemagne. Il pensait même que, si l'Allemagne nazie avait gagné la guerre, Hitler aurait marché dans les champs et que tous les soldats morts se seraient relevés. Une vision délirante, fanatique, profondément dérangeante. Il y a quelques années, j'ai aussi appris qu'il avait violé sa propre petite-fille, ma tante, quand elle était jeune. Ma mère, la plus jeune, a été épargnée à cause de ses problèmes de santé, mais elle a grandi dans la peur, comme les autres. C'est aussi pour ça que mes frères, sœurs, cousins et moi n'avons jamais été autorisés à dormir chez eux ni à rester seuls avec lui. Les adultes savaient. On m'a raconté qu'il est mort dans la souffrance, à cause de blessures qu'il traînait depuis la guerre. Qu'il y reste. Qu'il y pourrisse. Son père, donc mon arrière-arrière-grand-père, travaillait dans un asile local. Après la guerre, on a découvert que cet endroit avait servi à mener des expérimentations sur les patients. Des expériences médicales qui ont coûté la vie à de nombreuses personnes. Il aurait été exécuté assez rapidement après la fin de la guerre. Une lignée marquée par l'idéologie la plus abjecte et des actes impardonnables. Quand mon grand-père maternel est mort, j'ai découvert qu'il avait été très abusif envers ma grand-mère et ma mère. Il avait levé la main sur elle, au point de casser le bras de ma mère. Il a aussi eu de nombreuses liaisons, y compris avec la meilleure amie de ma grand-mère. Il a eu un fils avec une fille mineure, puis a forcé ma grand-mère à le faire passer pour son propre enfant. Il a menti en disant qu'il l'avait adopté. Il a aussi couché avec la femme de son propre fils, et a eu un enfant avec elle. Ce qui fait que mon cousin est en fait aussi mon oncle. Il aurait aussi été impliqué, de près ou de loin, avec le Ku Klux Klan. En rangeant des affaires après son décès, j'ai trouvé les dossiers médicaux de ma grand-mère, au moment où ils ont découvert qu'elle avait un cancer du cerveau en phase terminale. C'est lui qui l'avait emmenée à l'hôpital, et il a dit au médecin, « Elle n'est plus normale, elle est devenue idiote ». Ma grand-mère était femme de ménage, et apparemment, elle avait cessé de pouvoir s'occuper de lui. La façon dont il parlait d'elle, même dans un moment pareil, était glaçante. Il y aurait encore d'autres choses, mais c'est plus absurde qu'autre chose. J'ai fini par demander à ma mère pourquoi elle avait laissé cet homme faire partie de notre vie et pourquoi elle avait tout gardé secret. Elle m'a expliqué qu'après ma naissance, et encore plus après la mort de ma grand-mère, il avait profondément changé. Il était devenu le grand-père affectueux que j'ai connu, celui qui l'a même aidé à quitter son deuxième mari violent. Moi, je me souviens juste de quelqu'un qui adorait Jackie Chan, les Dixie Chicks, et qui était complètement obsédé par le Titanic. J'avais une grande-tante, la sœur de ma grand-mère. C'était une femme très respectée, une véritable figure dans son quartier. Tout le monde la connaissait pour sa gentillesse, son engagement bénévole, sa présence constante dans les événements locaux. Quand elle est morte paisiblement à l'âge de 87 ans, tout le monde était là pour lui rendre hommage. On avait organisé une belle cérémonie, pleine d'émotions, mais aussi joyeuse, presque festive, comme un dernier cadeau à cette femme qui avait marqué tant de vies. Les discours se succédaient, certains faisaient rire, d'autres tiraient des larmes. On partageait des souvenirs, des anecdotes de jeunesse, des moments de générosité. L'ambiance était sincèrement chaleureuse. Mais tout a basculé quand sa fille s'est levée, juste après le dernier discours. Elle a pris une grande inspiration, puis elle a lâché la bombe. Elle a révélé que sa mère avait assassiné son mari, leur père. Un meurtre déguisé en cambriolage qui, depuis plus de 30 ans, n'avait jamais été remis en question. Personne ne l'avait jamais soupçonné. Mais selon sa fille, non seulement c'était-elle la responsable, mais elle avait aussi obligé ses propres enfants à garder le silence. Par peur, par chantage. Leur enfance avait été marquée par ce secret, lourd et toxique, qu'ils n'avaient jamais eu le droit de raconter.
Un silence de plomb est tombé sur l'assemblée. Personne ne savait quoi dire. Les sourires figés sont devenus des regards vides. En quelques secondes, toute la mémoire de cette femme s'est effondrée. Les gens se sont levés maladroitement, ont commencé à partir sans un mot. Il n'y a pas eu de dernier toast, pas de musique, rien. Ce qui devait être un hommage s'est terminé dans la confusion et le malaise. J'ai grandi dans une famille nombreuse. Mon père et ma mère ont eu 8 enfants ensemble, mais avant ce mariage, mon père en avait déjà eu 3 autres avec une première épouse. Ces 3-là étaient beaucoup plus âgés que nous, alors dans notre esprit d'enfant, c'étaient des adultes, pas vraiment nos frères et sœurs dans le quotidien. En revanche, leurs enfants, nos cousins, étaient proches de notre âge, et on passait beaucoup de temps ensemble. On jouait, on allait chez les uns, chez les autres, on formait presque une tribu. Pourtant, même petit, quelque chose m'intriguait. Certains de ces cousins n'avaient rien de commun avec le reste de notre famille. Aucun trait physique semblable. Aucune ressemblance avec leurs parents, ni avec nous. Ça ne faisait pas de sens, mais personne ne posait de questions. Alors moi non plus, je n'en posais pas. C'est seulement bien plus tard que j'ai compris ce qui s'était réellement passé. L'un des 3 enfants que mon père avait eus dans son premier mariage n'était pas biologiquement le sien. Sa femme de l'époque l'avait trompé avec son dealer. Elle avait mis au monde un enfant qui n'était pas de lui, mais mon père, plutôt que de rejeter ce gamin ou de le laisser aux mains de 2 parents accros à la drogue, avait pris une décision qu'il n'a jamais regrettée. Il a choisi de l'élever comme son propre fils. Il lui a donné son nom, sa maison, une éducation, une famille. Et cet enfant a grandi sans jamais sentir qu'il était différent, même si tout autour de lui l'était. Ce n'était pas une décision facile, mais c'était celle d'un homme qui savait faire la différence entre l'erreur des adultes et l'innocence d'un enfant. Et c'est peut-être cette histoire-là, celle que peu de gens connaissaient, qui montre le mieux qui était vraiment mon père. Quand j'étais ado, notre voisin est décédé. Pour nous, ce n'était pas juste un voisin, c'était comme un oncle. Il faisait partie de notre quotidien. Il passait du temps avec nous, il nous coachait au baseball et au basket, il venait à nos anniversaires, il nous parlait comme si on était ses propres enfants. Il avait une fille qui, encore aujourd'hui, est comme une sœur pour moi et mes frères et sœurs. C'était un homme respecté, un exemple dans le quartier. Il bossait dur, il avait 2 boulots, mais il était toujours là. Toujours. Présent à chaque match, chaque réunion de l'école, chaque moment important. On ne comprenait même pas comment il faisait pour être aussi constant. Alors quand il est mort, ça a été un choc. Toute la communauté s'est réunie pour lui rendre hommage. On avait l'impression de perdre un pilier, quelqu'un qui représentait le meilleur de ce que pouvait être un homme. Mais le jour de son enterrement, tout a changé. Une femme est arrivée, suivie de 2 jeunes enfants. Ils étaient petits, peut-être 6 et 8 ans. Et là, même sans qu'elle dise un mot, on a compris. Les gosses avaient son regard, sa démarche, la même manière de froncer les sourcils. C'était évident. Ils étaient de lui. Cette femme, c'était sa maîtresse, et ses enfants, sa 2e famille. Personne ne savait quoi dire. C'était comme une fissure dans le récit qu'on avait toujours cru. Comme si on venait de découvrir que ce héros silencieux avait une double vie bien cachée. On se regardait tous sans comprendre comment c'était possible. Comment un homme avec 2 boulots, une femme, une fille, et tout un quartier sur ses épaules, avait aussi trouvé le temps et l'énergie d'entretenir une seconde famille. En secret. Pendant des années. C'était irréel. Pas un drame de film. La vraie vie. Et en tant qu'adolescent, c'était presque trop à encaisser. Ce n'était pas juste la perte d'un homme qu'on aimait, c'était la découverte brutale qu'il avait été bien plus complexe, et bien plus secret, qu'on ne l'avait jamais imaginé. J'habite à Melbourne, en Australie. Mes grands-parents vivaient à Essendon, et comme beaucoup là-bas, ils soutenaient Essendon Football Club. Mon père y est né,
Il portait fièrement les couleurs du club, il connaissait les joueurs, les stats, les chants, tout. Moi aussi, j'ai suivi la tradition. C'était une évidence. On ne choisissait pas son club, on naissait avec. Et maintenant, mes enfants aussi supportaient Sandon. C'est comme un fil rouge dans notre famille. Quand mon grand-père est décédé, puis quelques années plus tard mon père, on s'est beaucoup rapproché de ma grand-mère. Elle venait au match avec nous, elle regardait les rediffusions à la télé, elle connaissait les résultats presque avant nous. On pensait tous qu'elle partageait la même passion, le même attachement. Un jour, sans prévenir, elle m'a lâché ça, presque en murmurant, comme si elle avouait un crime, elle avait toujours été, en secret, supportrice des Western Bulldogs. Depuis toujours. Depuis qu'elle était gamine. On est resté là, bouche bée. Le monde s'est arrêté 2 secondes. Et Sandon, c'était une religion chez nous. Et elle avait gardé ça pour elle pendant des décennies, vivant au cœur d'une famille rouge et noire, applaudissant et Sandon en public, mais espérant en silence que les Bulldogs gagnent. On n'a même pas su quoi répondre sur le moment. C'était tellement absurde et énorme qu'on a tous éclaté de rire. Mais au fond, ça a changé quelque chose. On l'a regardée autrement. Elle n'avait jamais trahi personne. Elle avait juste gardé un petit coin d'elle bien à l'abri, à contre-courant, fidèle à ce qu'elle aimait vraiment. Et quelque part, c'était peut-être le geste le plus rebelle qu'elle ait jamais fait. Mon cousin avait 40 ans quand il est mort à l'hôpital. Il souffrait de cirrhose et de pancréatite après des décennies d'alcoolisme. Tout le monde le savait. Ce n'était jamais vraiment caché. Il buvait lourdement depuis des années, et ça l'avait abîmé. Quand on est allé le voir à l'hôpital, il était méconnaissable, la peau jaune foncée à cause de la jaunisse, le corps fatigué, les traits tirés. Mais malgré tout ça, il disait à tout le monde qu'il n'était pas là pour ça. Il racontait que c'était une ancienne blessure à la hanche qui s'était infectée. Que l'hôpital avait mal dosé ses antibiotiques. Que tout était de leur faute. Pas un mot sur l'alcool. Pas un mot sur son foie détruit ni sur les années qu'il avait passées à fuir dans la bouteille. Juste cette histoire de hanche, répétée à chaque visite, avec une conviction presque dérangeante. Et le plus étrange, c'est que des membres de la famille l'ont cru. Ou du moins, ont voulu le croire. Pendant 2 ans après sa mort, certains racontaient encore cette version. Que c'était une erreur médicale. Qu'il aurait pu s'en sortir. Qu'on l'avait laissé tomber. C'était devenu une sorte de récit parallèle, un refuge. Peut-être pour ne pas affronter la réalité, peut-être pour préserver une image plus confortable. Un jour, ma tante en a eu assez. Elle est arrivée à un repas de famille avec une copie du certificat de décès. Elle l'a posé sur la table sans un mot. Cause du décès, cirrhose du foie, troubles liés à la consommation d'alcool. Brutal. Indiscutable. Ce jour-là, des adultes bien installés dans leur vie, avec enfants et carrière, ont eu l'air complètement déstabilisés. Comme s'ils découvraient pour la première fois que quelqu'un qu'ils connaissaient depuis toujours avait menti. Pas un petit mensonge. Un mensonge pour mourir plus dignement. Pour emporter un peu de contrôle avec lui jusqu'au bout. La cousine aînée de mon père est morte subitement à 40 ans, terrassée par un anévrisme. Elle a laissé derrière elle 4 enfants. C'était brutal, inattendu, un choc pour tout le monde. Pendant que la nouvelle se répandait dans la famille, il y avait une agitation inhabituelle. Les oncles et tantes couraient dans tous les sens, mais ce qui frappait, c'était leur insistance presque désespérée à retrouver mon grand-père. Mon père, lui, ne comprenait pas. Pourquoi une telle urgence à prévenir son propre père, plus que n'importe quel autre membre de la famille? Et puis, le déclic s'est fait. Cette cousine, celle qu'on pleurait, ce n'était pas seulement une cousine. C'était sa sœur. Avant de se marier, mon grand-père avait eu une liaison avec une femme mariée. Elle était tombée enceinte. Son mari, de retour après une brève séparation, avait accepté de reprendre la vie commune,
mais à une seule condition, il ne voulait pas élever l'enfant d'un autre. Alors, pour éviter le scandale et préserver les apparences, la petite fille avait été adoptée à l'intérieur même de la famille. Ce sont la sœur de mon grand-père et son mari qui l'ont élevée comme la leur. Tout le monde avait respecté le silence. Pendant des décennies, la vérité était restée enfermée dans les souvenirs des plus âgés. Et pendant tout ce temps, mon père avait grandi en pensant qu'il était fils unique. Il avait croisé sa sœur, partagé des repas de famille avec elle, échangé des cadeaux à Noël, sans jamais savoir qu'elle partageait son sang. Quand il a appris la vérité, il était à la fois bouleversé et silencieux. Il n'a jamais exprimé de colère, mais on a vu le poids que cette révélation a eu sur lui. Il avait été privé de quelque chose de simple, mais fondamental, la possibilité de connaître sa sœur pour ce qu'elle était vraiment. Après sa mort, il a mis une photo d'elle dans son salon, bien en évidence. Pas comme on pose une photo de famille au hasard. Non, celle-là avait une place d'honneur. C'était une façon de dire, je ne t'ai pas connu comme j'aurais dû, mais maintenant, je ne t'oublierai plus. Mon grand-père était un pyromane récidiviste et un escroc à l'assurance, et il n'a jamais été attrapé. Il a incendié la maison familiale pour toucher l'assurance quand ses enfants étaient encore petits. Quelques années plus tard, il a recommencé avec leur nouvelle maison, détruisant des objets de famille irremplaçables, de nombreuses photos et tuant même le chien de la famille. Quand mon père était adolescent, mon grand-père l'a payé, lui et quelques-uns de ses amis ou cousins, pour qu'ils volent sa voiture et la détruisent. Ils l'ont fracassé à coups de batte de baseball puis y ont mis le feu dans un fossé. Peu de temps avant sa mort, dans les années 70, sa vieille grange a accidentellement pris feu à son tour. L'assurance l'a remplacée par une belle grange toute neuve. Je me suis toujours demandé pourquoi ma tante avait une relation aussi distante et tendue avec lui. En réalité, elle a découvert la vérité sur les incendies quand elle était jeune adulte et ne s'en est jamais remise. Elle a perdu beaucoup de choses importantes dans ces feux, y compris le chien. Et franchement, je ne peux pas lui en vouloir. Ma grand-mère était une adolescente en fugue qui s'est enfuie avec son petit ami et a vécu avec sa famille dans une petite cabane. Apparemment, mon arrière-grand-père est allé la récupérer et le mariage a été annulé. Je pense que seules ses sœurs étaient au courant pendant des années, et l'une d'elles a fini par en parler à un de ses enfants. De l'autre côté de la famille, j'ignorais que mon arrière-grand-père avait épousé 2 sœurs. Il a d'abord été marié à l'aînée, qui est morte alors que leur bébé était encore tout petit. Ma future arrière-grand-mère, la cadette, est venue s'installer pour aider à s'occuper de l'enfant, et ils ont fini par se marier à leur tour et ont eu un enfant ensemble. Ma grand-mère et ma grande-tante étaient donc à la fois sœurs et cousines. Et pour couronner le tout, ma grand-mère était déjà enceinte de quelques mois de mon père quand elle a épousé mon grand-père. Un vrai scandale pour une bonne chrétienne dans les années 50. Quand mon grand-père est mort, j'ai découvert qu'il était en réalité mon père biologique, et que j'avais été adopté par ma demi-sœur. En fait, il avait trompé sa femme, celle que j'ai toujours connue comme ma grand-mère, et qu'il abusait aussi, avec une fille de 16 ans, toxicomane, sans domicile, d'origine autochtone. Cette fille était ma mère biologique. Apparemment, après ses 50 ans, il a complètement vrillé. Il s'est lancé dans le trafic de drogue, a fait plusieurs séjours en prison pour séquestration, menaces, agressions, cambriolage, revente et culture de stupéfiants, entre autres. Je ne savais rien de tout ça, ni que j'avais été adopté, ni ce qu'il avait fait. Tout était gardé secret dans la famille. Je savais juste que c'était un homme mauvais, et que la femme que j'appelais « maman » était en réalité ma demi-sœur. Elle m'a aussi maltraité. Je pense qu'elle me voyait comme un fardeau qu'on lui avait imposé, un rappel douloureux des actes de son père. Elle a reproduit une bonne partie de sa violence et de sa toxicité. Mon enfance a été extrêmement difficile à cause de ça. Il y a seulement quelques années, j'ai rencontré ma mère biologique. On a commencé à se parler, à apprendre à se connaître, et on reste en contact. Mais aujourd'hui,
je n'ai plus aucun lien avec celle qui m'a élevé. Trop de blessures, trop de ressemblances avec l'homme qui nous a détruits. Je n'en ai jamais parlé à personne en dehors de mon cercle d'amis proches, mais quelque part, ça fait du bien de le dire ouvertement. C'est une histoire horrible, oui, mais elle fait partie de moi. Ma mère s'est mise à raconter, d'une voix claire et assurée, comment elle avait tué son amie lorsqu'elle était adolescente. Cela faisait presque un an qu'elle était sénile. La plupart du temps, elle ne parlait plus ou alors d'une façon confuse et décousue. Mais cette fois, elle s'exprimait avec une précision effrayante, le regard fixe, comme si elle revivait chaque seconde de ce qu'elle décrivait. Ses mots coulaient naturellement, les détails s'enchaînaient, et nous étions là, pétrifiés, l'écoutant dérouler cette confession comme si elle avait attendu toute sa vie pour la libérer. Elle décrivait la scène avec une lucidité étrange, évoquant une dispute dans les bois, un rocher glissant, un cri étouffé. Elle parlait de la panique, du sang, puis du silence. Nous étions incapables d'intervenir, comme figés dans une pièce où le temps s'était distordu. Mon frère avait arrêté de respirer pendant un moment. Ma sœur tremblait. Personne ne savait quoi dire. On croyait découvrir une vérité enterrée depuis des décennies. Ce n'est que plusieurs heures plus tard, alors qu'elle était redevenue calme, presque somnolente, que quelqu'un a réalisé que cette histoire venait en fait d'un roman. Un vieux polar qu'elle avait lu et relu, écrit par une autrice qu'elle adorait. Un livre qu'elle avait l'habitude de citer, mais jamais de cette manière. Nous avons tous été saisis d'un soulagement étrange, mêlé de gêne et d'un reste d'effroi. Je ne sais pas si elle comprenait encore ce qu'elle faisait à ce moment-là. Elle s'est éteinte dans son sommeil tôt le lendemain matin, paisible, comme si elle avait tout dit. Mais s'il lui restait ne serait-ce qu'un fragment de conscience, elle aurait été morte de rire en nous voyant paniquer comme ça. Elle nous aurait regardés en pleurant de rire, ravie d'avoir offert, même par accident, une dernière frayeur théâtrale à ses enfants. Ma grand-mère nous a révélé un jour un secret qu'elle avait gardé toute sa vie, un poids enfoui si profondément qu'on aurait cru qu'elle l'avait oublié. Ce n'est qu'après la mort de son père et de ses oncles qu'elle a décidé de parler. Elle était assise tranquillement, le regard tourné vers la fenêtre, et sa voix, bien que calme, ne tremblait pas. Quand elle était jeune, un homme l'avait agressée. Un voisin, un homme connu du quartier, respecté en façade. Elle n'en avait parlé qu'à son père, en larmes, incapable de dire plus de quelques mots. Elle n'a jamais su exactement comment, mais dès le lendemain, ses oncles étaient là, silencieux, graves, comme s'ils savaient déjà ce qu'ils allaient faire. Ils ont retrouvé l'homme dans la nuit. Elle n'a jamais su où. Elle ne voulait pas savoir. Ils ne l'ont pas revu après ça. Aucun d'eux n'a jamais prononcé son nom. Personne n'a posé de questions. Le village avait simplement constaté qu'il avait disparu. On avait dit qu'il était parti sans prévenir. Qu'il avait des dettes. Qu'il fuyait quelque chose. Elle savait, bien sûr. Ils avaient fait justice eux-mêmes, à leur manière. Elle n'a pas dénoncé, elle n'a pas prié, elle n'a pas demandé pardon. Elle a porté ce secret en silence pendant des décennies, en attendant qu'ils soient tous partis, les mains enfin lavées, selon elle, par le temps et la mort. Quand elle nous a raconté cette histoire, elle n'a pas cherché notre approbation. Elle ne voulait ni pardon ni débat. Elle voulait seulement que la vérité existe quelque part, au moins une fois dite à voix haute. Le jour où mon arrière-grand-père est mort, il m'a demandé une dernière faveur. Sa voix était faible, mais il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit d'aller chercher une valise sous son lit et de la jeter sans l'ouvrir. Il insistait sur ce point, tu la prends, tu la balances. Tu ne regardes pas dedans. Évidemment, ma curiosité a pris le dessus. J'aurais dû écouter. La valise était remplie à ras-bord de magazines porno bien usés, de films, de jouets sexuels, certains que je n'avais même pas envie d'identifier. C'était comme tomber par erreur sur un musée secret dédié à la vie intime d'un homme que j'avais toujours connu comme un vieillard sage, un peu bourru, qui parlait de la guerre et de son potager. Il avait 98 ans.
Et manifestement, une vie privée bien plus vivante que je n'aurais jamais imaginé. Une partie de moi était choquée, une autre ne pouvait s'empêcher d'admirer la ténacité. Qu'il ait gardé tout ça jusqu'à la fin, soigneusement rangé sous son lit, disait quelque chose sur lui. Sur ce qu'on cache. Sur ce qu'on continue à désirer même quand le corps trahit. Mais franchement, j'aurais préféré ne jamais savoir. J'ai fini par jeter la valise comme il me l'avait demandé, en évitant soigneusement de croiser le regard de quiconque en sortant de chez lui. Je n'ai jamais raconté à ma famille ce que j'y avais vu. C'était son secret. Et désormais, c'est un peu le mien aussi. Quand mon arrière-grand-père est rentré de la Première Guerre mondiale, sa famille a organisé une grande fête pour célébrer son retour. Il avait traversé l'enfer des tranchées, vu des choses qu'aucun homme ne devrait voir, et il revenait enfin chez lui, pensant retrouver paix et normalité. La maison était pleine, les rires, la musique, les embrassades. Mais au milieu de tout cela, il a remarqué une absence. Sa petite sœur, âgée de seulement 13 ans, n'était nulle part. Quelque chose l'a poussé à aller la chercher. Il a quitté la maison sans rien dire, traversé la cour, les sentiers familiers, et il l'a trouvée. Elle était avec leur voisin. L'homme était sur elle. Ce qu'il a vu l'a figé un instant, puis il a agi. Il a attrapé le voisin et l'a arraché de force, sans un mot. Il a ordonné à sa sœur de courir rejoindre leur mère, ce qu'elle a fait, tremblante et salie. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé ensuite. Personne ne l'a jamais su. Il n'en a jamais parlé. Il n'est jamais revenu avec ce regard vide qu'ont certains hommes après la guerre, mais ce soir-là, il l'avait. Ce qu'on sait, c'est que le voisin a disparu. Pas le lendemain. Pas un mois plus tard. Non, il a disparu cette nuit-là. Il n'a jamais été revu. Officiellement, il était parti. Officieusement, il s'était éteint sans laisser de traces. Ce n'est que des décennies plus tard, sur son lit de mort, que ma grand-mère a raconté le reste. Elle était jeune à l'époque, mais elle se souvenait très bien. Cette nuit-là, son père était rentré en silence, couvert de sang. Il lui avait tendu ses vêtements, sans dire un mot, le regard encore chargé de ce qu'il venait de faire. Elle les avait pris et, en tremblant, était sortie les enterrer dans le jardin, juste devant la maison. Et c'est là que, chaque année de pluie, pousse un parterre d'iris magnifiques. Personne ne les plante. Personne ne les touche. Ils apparaissent au même endroit, comme un rappel discret, une fleur qui pousse sur un secret. Je travaillais dans un service gériatrique à l'hôpital quand je suis entré dans la chambre d'une patiente âgée, gravement malade. À peine avais-je franchi la porte qu'elle m'a regardé droit dans les yeux, avec une étrange intensité, et m'a confié, sans aucune gêne, qu'elle n'avait pas de vagin. Puis, presque avec fierté, elle ajouta qu'elle avait pourtant été mariée pendant 35 ans et qu'elle avait toujours su rendre son mari heureux. Je suis restée là, silencieuse, ne sachant pas quoi dire. Elle, en revanche, semblait totalement en paix avec ce qu'elle venait de me révéler. Ce n'était pas une plainte, ni une confession. C'était presque comme une leçon. Une affirmation de ce qu'elle avait vécu, de ce qu'elle avait réussi à construire malgré ce que beaucoup auraient considéré comme une impossibilité. Ce moment m'est resté gravé. Non pas seulement pour la surprise de ses mots, mais pour la manière dont elle les a prononcés. Il y avait dans sa voix un mélange de défi, de tendresse et de lucidité. Comme si elle voulait me laisser quelque chose. Pas un secret, mais une vérité qui la définissait. Peut-être que c'était ça, son but. Être retenu. Ne pas disparaître sans laisser une trace, sans dire au moins une fois qu'elle avait aimé, qu'elle avait été aimée, qu'elle avait trouvé un chemin là où d'autres auraient cru qu'il n'y en avait pas. Peut-être qu'elle voulait simplement que quelqu'un se souvienne d'elle autrement que comme une vieille femme malade dans une chambre d'hôpital. Et je m'en souviens. Quand ma mère est morte, j'ai perdu la dernière personne qui me restait vraiment. Le dernier pilier de ce que j'appelais ma famille proche. Il ne restait que moi après ça.
C'était déjà dur à accepter, et je pensais que le pire était derrière moi. Mais après ses funérailles, j'ai reçu son testament. Et avec lui, une lettre. Une lettre écrite de sa main, soignée, presque douce dans sa manière d'être directe. C'était une sorte de confession de fin de vie. Dedans, elle m'a dit que j'étais adopté. Juste comme ça. Quelques phrases, et toute ma réalité s'est retournée. Le pire, c'est que ce n'était pas comme si je ne l'avais jamais senti. J'avais posé la question. Plusieurs fois. Pendant des années. Et chaque fois, elle m'avait regardé dans les yeux et m'avait dit non. Froidement parfois, gentiment d'autres fois. Mais toujours non. Ce genre de non qui te fait douter de toi-même pour avoir posé la question. Et pourtant, apparemment, tout le monde le savait. Les amis de mes parents. Les membres éloignés de la famille. Même quelques voisins. Tous avaient gardé le secret. Je ne sais même pas si c'était par loyauté, par peur ou par habitude. Mais moi, celui à qui ça concernait le plus, j'étais laissé dans le noir. Je ne peux pas dire que ça m'a brisé, parce que j'étais déjà bien entamé par le deuil. Mais ça m'a creusé un vide plus profond. Un vide bizarre, différent du chagrin. Un genre de vertige qui remet en question les souvenirs, les gestes, les conversations de toute une vie. Comme si je revivais mon passé à travers une vitre, avec une information essentielle en plus que je n'ai jamais eue au bon moment. Je ne sais pas pourquoi elle m'a menti si longtemps. Peut-être qu'elle avait peur de me perdre. Peut-être qu'elle pensait me protéger. Peut-être qu'elle voulait garder l'illusion intacte jusqu'au bout. Mais ce que je sais, c'est que cette vérité-là, je l'aurais peut-être mieux reçue vivant, que seul, entre les lignes d'un papier que j'ai lu en silence. Quand j'ai commencé à sortir avec ma femme, sa grand-mère m'a accueilli avec une sorte de discours solennel, presque cérémonial. On était autour de la table, tout le monde souriait, et puis elle s'est tournée vers moi, me regardant droit dans les yeux. Elle m'a dit que j'avais intérêt à bien traiter sa petite fille. Que si jamais je lui faisais du mal, il ne faudrait pas compter sur le pardon. Puis, elle a ajouté, l'air de rien, qu'elle avait l'habitude de glisser un peu de Tylenol en trop dans le café de son mari à l'époque. Un homme violent, disait-elle, avec une voix qui trahissait tout sauf le chagrin. Et puis, elle avait souri. Il est mort d'une crise cardiaque foudroyante. Toute la table avait éclaté de rire, et moi aussi. Je pensais qu'elle exagérait, que c'était une vieille blague destinée à me faire peur. Une manière théâtrale de me dire, je veille sur elle. Des années plus tard, à ses funérailles, en parlant d'elle avec tendresse, j'ai raconté cette anecdote à voix haute, en la présentant comme une de ses meilleures blagues. C'était censé faire rire. Mais ma femme, sans sourire, m'a regardé calmement et m'a dit, « Tu sais que mon grand-père est vraiment mort d'une crise cardiaque subite, non ?» Et là, j'ai senti un frisson me traverser. Ce n'était plus drôle. Pas du tout. Toutes les pièces se sont mises en place dans ma tête. L'histoire, le ton, le regard qu'elle m'avait lancé ce jour-là. Elle ne bluffait peut-être pas. Peut-être qu'elle avait dit la vérité, tranquillement, au beau milieu d'un dîner. Une vérité qu'on avait tous choisi d'entendre comme une blague parce que c'était plus facile ainsi. À l'époque, j'étais étudiant et je bossais comme aide en imagerie médicale. Mon boulot était simple, je faisais l'aller-retour entre les chambres d'hôpital et l'IRM, en transportant les patients. Rien de spectaculaire. Juste beaucoup de couloirs, des brancards, et parfois des petites conversations. Un jour, on m'envoie chercher un monsieur d'un certain âge. Un grand bonhomme italien, costaud comme une armoire normande. Il devait faire dans les 1 m95, facile 120 kg. Pas quelqu'un qu'on oublie facilement. Il avait ce genre de visage qui inspire à la fois respect et tendresse. Il souffrait d'un début de démence, malheureusement, mais il était encore bien présent dans l'instant. On a discuté un peu sur le trajet, rien de particulier au début. Et puis, sans prévenir, il commence à me parler de son passé. Il me dit qu'à l'époque,
Quand ses amis avaient besoin de prendre soin d'un gars, c'était lui qu'ils appelaient. Moi, naïf, je lui demande innocemment, « Ah bon? Et il travaillait dans quoi, vos amis ?» Il me regarde avec un petit sourire fatigué, et me répond calmement, toutes sortes de trucs, mais moi, c'était quand il fallait s'occuper d'un gars. Et là, je comprends. D'un coup. Pas un plombier, pas un réparateur, non. Lui, c'était celui qu'on appelait quand quelqu'un devait disparaître. J'ai ri un peu, nerveusement. Attribuer ça à la démence. Une vieille histoire embrouillée. Puis on est retourné dans sa chambre, où l'attendaient ses enfants et leurs conjoints, tous la quarantaine ou cinquantaine, visiblement tristes de voir leur père décliner, mais encore plein de douceur. Je le réinstalle, je vérifie son oxygène, les moniteurs. Une de ses filles lui demande comment il va, s'il a passé un bon moment. Et là, sans aucune émotion, il dit « Oui, je viens de faire une IRM avec ce jeune homme. » Je lui racontais comment je m'occupais des affaires à l'époque. Et là, tous. En même temps. 6 visages qui passent du sourire poli à un sérieux glacial. Ils se tournent vers moi. En synchronisation parfaite. Comme si chacun d'eux savait exactement ce qu'il venait de dire. Et que ce n'était pas une première. Moi, j'ai souri comme un type en pleine crise de panique et j'ai lâché le plus joyeux « Eh bien, quelle histoire ! Très content d'avoir fait votre connaissance, passez une bonne journée, de ma vie. » Je ne me souviens même plus de son nom. Mais je me souviendrai toute ma vie de ce moment. Et de ces 6 regards. Quand ma tante était étudiante dans les années 60, elle avait postulé pour une bourse afin d'étudier l'écologie en plein cœur de Bornéo. C'était une occasion rare, un projet qui la faisait rêver depuis des mois. Mais au même moment, son petit ami lui avait demandé sa main. Elle avait hésité. Elle tenait à lui, mais elle voulait attendre de connaître la réponse concernant la bourse avant de prendre une décision aussi grande. Elle attendait tous les jours une lettre. Rien ne venait. Les semaines passaient, le silence restait total. Finalement, pensant que sa candidature avait été rejetée, elle avait accepté la demande en mariage. Ma grand-mère, de son côté, était soulagée. Elle adorait le fiancé, le voyait comme un gendre idéal, stable, prometteur. Elle craignait que partir à Bornéo pour un an ne brise le couple et ruine ce qu'elle considérait comme un avenir sûr et respectable pour sa fille. Ce n'est que des décennies plus tard, alors que ma tante racontait un souvenir de cette époque, presque en plaisantant, qu'on a appris la vérité. Elle avait mentionné, d'un ton léger, à quel point elle avait failli partir à Bornéo si seulement la bourse s'était concrétisée. Et là, ma grand-mère, assise tranquillement dans son fauteuil, avait levé les yeux et dit quelque chose comme « Oh, tu avais été accepté. La lettre est arrivée la veille de ton mariage. Je l'ai reçue à la maison. » Un silence s'était abattu. Elle avait ajouté, presque comme si elle parlait d'un vieux gâteau qu'elle avait oublié au four, « Je l'ai jeté. Je ne voulais pas que tu abandonnes tout ça pour aller vivre seule dans une jungle. » Ma tante avait cligné des yeux, figée. Elle avait tout perdu et rien perdu à la fois. Elle avait eu une vie heureuse, un mari aimant, 3 filles brillantes. Et pourtant, dans ce moment suspendu, elle regardait sa mère comme si elle la voyait pour la première fois sous un jour nouveau. Non pas avec colère. Pas même avec tristesse. Mais avec cette espèce de vertige qu'on ressent face au choix qu'on n'a jamais su qu'on aurait pu faire. Et je crois que, dans cette pièce, tout le monde a compris en silence que des vies entières peuvent basculer sur des enveloppes jamais ouvertes. C'était peut-être une confession de fin de vie, mais étirée sur un an entier, comme un barrage qui cède lentement au lieu d'exploser d'un coup. Mon voisin, un homme brillant et extrêmement réservé, a eu un AVC. Et ce n'était pas n'importe quelle forme d'aphasie, c'était ce qu'on appelle une aphasie atypique. Au lieu d'être incapable de parler, il ne pouvait pas s'arrêter. Il fallait qu'il communique. Il devait parler. Pas du charabia sans queue ni tête, non. Il fallait que ça ait un sens, que ça transmette quelque chose.
Et ce qu'il avait à transmettre, c'était surprenant. Il avait travaillé autrefois sur le programme militaire secret de guerre biologique des États-Unis. Et quand je dis travailler, je ne veux pas dire à la cafétéria ou en logistique. Il était dedans, au cœur du truc. Il connaissait tout, nom, protocole, date, souche, test, dose. Il se souvenait de tout, avec une précision terrifiante. Et à cause de cette aphasie étrange, il en parlait. À tout le monde. Toute la journée. Inlassablement. Ce n'était pas un type qui cherchait à se confier. Avant ça, il était discret, presque opaque. On ne savait rien de lui. Et soudain, il déversait un flot de secrets techniques et éthiques, sans aucune retenue. Il avait besoin qu'on l'écoute. Qu'on sache. Qu'on retienne. Le simple fait de parler semblait soulager quelque chose en lui. Une équipe de la télé locale est même venue l'enregistrer à un moment. Je me souviens m'être assis avec lui un après-midi. Il parlait sans pause, les yeux rivés dans les miens, comme s'il était en train de faire passer une consigne importante, une mission presque sacrée. Je l'ai écouté pendant quelques heures. C'était brutal, incessant, presque épuisant et pourtant captivant. Je n'ai pas pris de notes. Je n'étais pas prêt. Je pensais que j'aurais d'autres occasions. Mais voilà, le temps a passé, et il est parti. Parfois, je me demande ce que j'ai manqué. Ce qu'il aurait voulu qu'on sache. Ce qui aurait mérité d'être retenu. Je ne sais pas si c'était une confession, ou un dernier acte de conscience, forcé par son propre cerveau devenu incontrôlable. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ces derniers mois, il a été entendu. Peut-être pas compris. Mais entendu. Et oui, il me manque. Un homme en soins palliatifs pour un cancer en phase terminale a convoqué ses enfants quelques jours avant sa mort. Il leur a dit qu'il avait quelque chose d'important à leur avouer. Il pensait peut-être à un secret de famille ordinaire. Une histoire d'héritage. Une liaison. Une adoption cachée. Mais ce qu'il leur a dit a déchiré tout ce qu'ils croyaient savoir sur leur vie. 30 ans plus tôt, il avait tué leur mère. Officiellement, elle avait disparu lors d'un voyage. Elle devait partir quelques jours, seule, rien d'inhabituel. Elle n'est jamais revenue. Il avait signalé sa disparition avec une inquiétude convaincante. L'enquête avait été menée, des affiches avaient été placardées, des voisins interrogés. Rien. Jamais une trace. Le mystère était resté entier. Mais en réalité, tout avait été planifié. Il avait attendu qu'elle soit seule. Il l'a tuée. Démembrée. Loué un broyeur de bois. Il avait choisi un endroit bien précis sur leur propriété, un ruisseau assez large pour disperser les restes. Il a fait passer son corps par la machine, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de reconnaissable. Une fois terminé, il a mis le broyeur en feu, l'a laissé brûler jusqu'à ce qu'il n'en reste que des carcasses métalliques. Puis, quelques jours plus tard, il a contacté l'assurance, calmement, avec une belle histoire de panne accidentelle. Et enfin, il a signalé la disparition de sa femme. Pendant 3 décennies, personne n'a soupçonné quoi que ce soit. Les enfants ont grandi, se sont mariés, ont fait leur vie en pensant que leur mère s'était volatilisée. L'homme a vieilli sans jamais trahir une émotion suspecte. Jusqu'à ce que la mort vienne, et avec elle, un besoin irrépressible de ne pas partir seul avec ce fardeau. Je n'étais pas là pour la confession. Mais j'ai été impliqué dans les suites. Les enfants, abasourdis, ont prévenu la police. Les mandats de perquisition ont suivi. Retour sur cette propriété tranquille, ce ruisseau oublié. 30 ans plus tard, on cherche encore des morceaux d'un passé qu'il avait soigneusement broyé et dispersé. Ce genre d'histoire, ce n'est pas une série télé. C'est pire. Parce qu'il y a des enfants qui ont vécu avec un meurtrier. Parce que personne n'aurait jamais su. Parce que parfois, la vérité ne remonte à la surface qu'au tout dernier souffle.
Ce n'est pas vraiment une confession, mais vers la fin de la vie de ma mère, elle a demandé « Où sont mes garçons ?» Mon jumeau et moi avons pensé qu'elle voulait dire fille, alors nous lui avons répondu que nous étions là. Après sa mort, la veille des funérailles, nous avons reçu un appel d'un détective privé qui voulait parler à notre mère. Je lui ai dit qu'elle venait de décéder, et il m'a révélé qu'il représentait un client à la recherche de sa mère biologique. J'ai d'abord cru que c'était quelqu'un qui avait entendu parler du décès et essayait de soutirer de l'argent. J'étais en plein deuil, donc cette idée me semblait plausible. J'ai décidé d'écouter, et la personne décrivait parfaitement notre mère et des éléments de sa vie que personne n'aurait pu inventer. Nous avons fini par découvrir que notre mère avait eu 2 garçons avec 2 hommes différents avant d'épouser notre père. L'un était originaire de sa ville natale, l'autre venait du Japon. Une grande partie de sa vie avant notre père est soudainement devenue un mystère. Ses 2 sœurs souffraient d'Alzheimer, donc aucune information ne nous avait jamais été transmise. Je ne dirais pas que c'est une confession, mais ça s'est passé juste avant sa mort. Je faisais du bénévolat dans un hospice, et il y avait un homme atteint d'une forme assez sévère de démence. Peu avant de mourir, il a commencé à revivre un souvenir datant de son enrôlement pour le Vietnam. Il nous a pris, moi et un autre bénévole, pour ses camarades de guerre. Et d'après ce qu'il disait, ils avaient tué un homme et sa famille à leur retour. Ce n'était apparemment pas prévu comme ça au départ, mais les choses avaient dégénéré et ils avaient fini par tuer l'homme, sa femme, et les parents de celle-ci. Ce qui était troublant, c'est qu'il en parlait sans émotion, sans panique, de manière presque froide et réfléchie. Peu importe ce qu'on lui disait, il ne réagissait pas, comme s'il était enfermé dans ce souvenir. Il était en train d'expliquer comment dissimuler les corps quand il est soudainement revenu à lui-même. À partir de là, il a catégoriquement refusé de parler, à qui que ce soit, de quoi que ce soit. Il est mort peu avant l'heure du dîner, ce même jour. En grandissant, j'ai toujours su que ma mère et ma grand-mère avaient une relation très distante. Elles se parlaient à peine, et les rares visites qu'on faisait tournaient presque toujours au désastre. Mais il faut reconnaître que ma mère faisait des efforts. Elle voulait que j'aie une grand-mère, que je puisse me créer des souvenirs avec elle. Elle faisait de son mieux, mais il y avait quelque chose de vraiment étrange dans tout ça. Au fil des années, quelques détails ont filtré, mais toujours de façon floue. Puis, quand ma grand-mère était sur le point de mourir, je suis allé lui rendre visite, pas ma mère, et juste avant de s'éteindre, elle m'a dit « Dis à ta mère que je l'ai toujours vraiment aimée, malgré tout. » C'était une chose étrange à entendre. Pourquoi aurait-elle eu besoin de dire ça, à ce moment-là? Je ne l'ai pas dit à ma mère tout de suite. Après la mort de ma grand-mère, elle est restée étonnamment froide, presque indifférente, et j'ai eu le sentiment que ce n'était pas le moment de lui répéter ces mots. Quelques années plus tard, lors d'une conversation au téléphone, la vérité est sortie. Ma mère m'a raconté que lorsqu'elle avait 5 ans, sa mère avait essayé de la renverser avec une voiture. Elle venait de découvrir que son amant abusait d'elle, et au lieu de la protéger, elle avait tenté de s'en débarrasser. Heureusement, un voisin avait vu la scène et était intervenu. Ma mère avait alors été envoyée à l'étranger, chez la mère de son père, pour sa sécurité. Pendant ce temps, ses parents avaient divorcé. Mais à cette époque, les choses étant ce qu'elles étaient, lorsqu'elle est revenue, c'est sa mère qui a obtenu la garde. La suite a été terrible, ma mère a fini par fuguer, vécu dans la rue, et tombée enceinte très jeune d'un homme bien plus âgé. J'ai découvert à ce moment-là que j'avais une demi-sœur dont je n'avais jamais entendu parler. J'étais sous le choc. En repensant à ce que ma grand-mère m'avait dit avant de mourir, tout prenait un autre sens. Je l'ai enfin répété à ma mère. Elle a juste répondu, elle avait une drôle de façon de le montrer. Et c'était tout. Quand j'avais 10 ou 11 ans, mon grand-père est mort de cirrhose du foie. C'était un alcoolique joyeux, parfaitement fonctionnel. J'étais seul avec lui dans sa chambre d'hôpital le jour de sa mort. J'étais terrifié de le voir dans un état si différent de l'homme que j'avais toujours connu, il avait perdu presque la moitié de son poids,
il était méconnaissable, presque squelettique. Il m'a pris la main et m'a raconté que son père, donc mon arrière-grand-père, avait tué 4 hommes dans leur lit avec un pic à glace, parce qu'ils avaient violé une fille noire et que la justice refusait de s'en mêler. Il a donné des détails sanglants, presque insoutenables, qui ressemblaient plus à un film d'horreur qu'à une histoire de famille. J'en garde des cicatrices mentales encore 35 ans plus tard. À l'époque, je ne comprenais pas tout ce qu'il me disait. Ce n'est que des années plus tard, en racontant ça à ma mère, que j'ai enfin eu des explications plus claires et plus nuancées. Elle m'a confirmé que c'était vrai, et m'a expliqué que mon arrière-grand-père et son frère étaient peut-être des tueurs à gages, ou des tueurs en série. Ils auraient assassiné plus de 25 membres du Ku Klux Klan à travers l'Alabama, la Géorgie et le nord de la Floride. Un week-end, un patient atteint de démence n'arrêtait pas de me raconter la même chose. Lui et ses amis avaient passé à tabac un homme après la guerre. D'après ce qu'il disait, ça aurait eu lieu au début des années 50. Il répétait qu'il lui avait pris son portefeuille, mais ce qui m'a frappé, c'était le ton de sa voix, l'absence totale d'angoisse. D'ordinaire, quand un patient atteint de démence croit avoir perdu ou s'être fait voler quelque chose, il est agité, anxieux. Mais pas lui. Il était calme. Trop calme. Il disait simplement, encore et encore, qu'ils l'avaient bien amoché et qu'ils avaient pris son portefeuille. Je suis presque certain qu'il parlait d'un crime raciste. L'époque correspond, et les détails qu'il donnait étaient trop nets, trop précis pour être inventés. Il n'avait rien d'un homme violent au premier abord, il avait l'air d'un père de famille respectable, issu du Midwest, marié, des enfants, une vie posée. Et pourtant, quelque chose s'était passé cette nuit-là avec ses amis. Quelque chose de grave. Il y avait un peu de regret dans sa voix, mais surtout, cette impression qu'il avait gardé ce secret toute sa vie et qu'il voulait enfin le dire à quelqu'un. Je suis infirmière depuis 15 ans. J'ai commencé dans une unité fermée spécialisée en démence. J'ai suivi les formations officielles de l'État pour devenir formatrice. Je connais bien les patients atteints de démence. Il faut entrer dans leur monde, s'y adapter, vivre avec eux dans cette réalité. Mais là, c'était différent. Il a répété cette histoire tout le week-end, sans jamais en changer un seul détail. Ce n'était pas un récit obsessionnel qu'il avait l'habitude de répéter, comme le font certains patients. C'était autre chose. Je suis convaincu qu'il revivait cette nuit-là, 60 ans après les faits, et qu'il essayait de me dire ce qui s'était vraiment passé. Ce n'était pas un délire de démence. Je ne l'oublierai jamais. Je me souviens encore du numéro de sa chambre, de la lumière dans la pièce, de chaque détail. C'est la seule fois de toute ma carrière où j'ai été vraiment troublé. Et j'ai eu plus de 2000 patients, j'ai constaté plus de 100 décès. Mais ça, c'était autre chose. Je m'occupais de personnes en situation de handicap, souvent à leur domicile. Un homme dont je me suis occupé était âgé plus de 80 ans et avait simplement besoin d'aide au quotidien, cuisiner, faire le ménage, l'emmener à ses rendez-vous, ce genre de choses. C'était un homme à l'attitude déplacée, souvent très inapproprié avec les femmes. Il avait des troubles cognitifs, principalement un manque total de contrôle des impulsions. Ça se traduisait par des commentaires obscènes, du vol à l'étalage, ou encore des marches soudaines et rapides dont il fallait le détourner pour le ramener à la maison. Un soir, alors qu'on était assis sur son porche, il m'a demandé la date. Quand je lui ai répondu, il s'est montré très ému, presque abattu. Il m'a dit que c'était le jour où il avait perdu sa famille. Je savais qu'il n'avait aucune visite, aucun contact familial, et qu'il était suivi par des services sociaux depuis des décennies. Il avait des avis de décès accrochés dans la maison, mais un seul le mentionnait comme survivant. C'était évident qu'il avait été coupé de sa famille très jeune. Ce soir-là, il m'a avoué qu'adolescent, il avait touché sa petite sœur. Quand elle l'a dit à leurs parents, il l'a étranglée. Il m'a donné des détails glaçants, la façon dont il l'avait enterrée près d'un panneau sur le bord de la route, la robe qu'elle portait ce jour-là, et comment maman n'a jamais été la même, et
papa a essayé de me tuer quand ils l'ont retrouvé. Je ne saurais jamais si c'était un souvenir déformé par la démence ou une véritable confession. Mais le fait qu'il n'ait jamais été mentionné dans les avis de décès de ses parents et de ses frères et sœurs, seulement dans celui de sa grand-mère, donne à réfléchir. Il est mort quelques semaines plus tard. Mon père était un vrai cas. Durant toute ma vie, il n'a eu qu'une seule qualité, la manière dont il s'occupait de mon petit frère, qui était sévèrement autiste. Lui-même était en situation de handicap à cause d'une blessure au dos survenue au travail, et c'est moi, avec un de mes frères, qui travaillions pour payer l'hypothèque pendant toute ma scolarité au lycée. On avait chacun une chambre dans la maison, mais c'était plus simple de ne pas y être. J'ai donc passé mes années de lycée à dormir de canapé en canapé, de 16 à 18 ans. 2 de mes professeurs, qui connaissaient bien ma situation familiale, se sont mobilisés pour moi. Ils ont payé les frais de mon dossier d'inscription et m'ont rédigé des lettres de recommandation pour leur ancienne université, toujours classée dans le top 10 aujourd'hui. Quand mon père est mort, on a mis tout ce qui n'était pas clairement à jeter dans un garde-meuble. Il avait développé un trouble de l'accumulation vers la fin de sa vie, donc c'était la seule solution réaliste à ce moment-là. Des années plus tard, en triant ses affaires, je suis tombé sur une lettre ouverte d'acceptation à l'université. Une bourse complète. Logement, frais de scolarité, et même un petit revenu. Il l'avait reçu. Il l'avait lu. Et il ne m'en avait jamais parlé. J'aurais pu faire mes études dans une université prestigieuse, entièrement prise en charge. Et je ne l'ai découvert que trop tard. Une infirmière m'a raconté un jour qu'un vieil homme, alité et affaibli, lui avait fait une confession inattendue. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait volontairement saboté le parachute de son propre frère. Ils étaient tous les deux amoureux de la même femme, une jeune institutrice rencontrée juste avant leur départ pour le front. L'un comme l'autre rêvait de revenir vivant pour l'épouser. Mais la jalousie avait gagné. Le frère est mort pendant un saut, en mission. Son parachute ne s'est jamais ouvert. Officiellement, ce fut une défaillance technique. Personne n'avait douté de quoi que ce soit. Le vieil homme n'avait jamais parlé. Pas à ses supérieurs. Pas à sa famille. Pas même à la femme. Elle avait fini par épouser un autre homme quelques années plus tard, quelqu'un sans lien avec leur histoire. Allongé sur ce lit d'hôpital, des décennies après les faits, il regardait fixement le plafond en disant qu'il y pensait tous les jours. Que ce poids ne l'avait jamais quitté. Il n'avait rien gagné, ni la femme ni la paix. Juste une vie entière à porter ce silence. Il avait essayé de vivre droit, d'être un bon père, un mari attentionné, un homme honnête, comme pour compenser. Mais le souvenir revenait toujours. Dans le calme. Dans les rêves. Dans le regard d'un fils qui ressemble trop à son oncle. Ce jour-là, ce n'est pas un vieux soldat qu'elle avait devant elle, avait dit l'infirmière. C'était un garçon de 20 ans, rongé par l'amour, la peur et la honte, qui demandait enfin qu'on l'écoute. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.